Nous avons déjà une CENI, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Rappelez-vous déjà que du côté du FCC, la MOUCA, ils vont organiser certainement une marche pour demander à ce que l'on puisse dépolitiser la CENI. La marche est prévue, c'est 6 novembre. Ils ne veulent pas de cette CENI alors que tout a été déjà fait. Nous avons un nouveau président, Denis Kadima. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Est-ce que doit-on encore refaire ce qui a été déjà fait? Est-ce qu'il y a encore des ambiguïtés au sein de la CENI? On va certainement discuter par rapport à cela. Et n'oubliez pas l'affaire de Matata. Rappelez-vous qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, on avait renvoyé, s'il faut le dire, le procès le 8 novembre. Est-ce que Matata sera-t-il réellement arrêté? Qu'est-ce qu'on reproche dans ces dossiers? Certains disent que la procédure n'est pas respectée. D'autres juristes ont dit que la procédure a été respectée au niveau de la Cour constitutionnelle. Monsieur, dame, bonjour. Je reçois pour vous Monsieur Eric Ngandou. Il est maître avocat. Il est aussi un des enseignants dans plusieurs des universités en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons démarrer ces deux thématiques et pour que chacun de nous soit réellement informé de ce qui est exactement. Bonjour, Monsieur Eric. Monsieur Tchiswaka, bonjour. Comment vous allez? Je me porte très bien, merci. Bienvenue sur EDM TV officiel. Merci pour l'invitation. Merci, nous allons démarrer notre thématique. Vous allez vous rappeler de la CENI. Au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont déjà fait le travail, le président a fait son travail, le président de la CENI a fait ce qu'on attend, une remise et reprise avec l'ancien président. Déjà, nous avons une CENI qui est prête à pouvoir travailler. De l'autre côté, vous avez FCC, la MOUCA, Bloc Patriotique qui vont organiser une marche pour demander la dépolitisation de la CENI. Est-ce que pensez-vous que cette CENI pourrait t-elle répondre aux problèmes de la population congolaise? La démarche, est-ce que tout a été respecté selon vous? Écoutez, parler de la CENI, est-ce que cette CENI pourrait répondre à toutes les attentes? C'est comme si l'on voudrait savoir si l'enfant qui naîtra sera celui qui sera le nouveau ou le prochain président de la République. Très bien. Nous sommes en train de s'imaginer sur le destin d'une personne. C'est la même question avec ce que vous me demandez, la CENI. Ça faisait très longtemps qu'on attendait ce nouveau bureau de la CENI. Cela a été la volonté de tout un peuple, parce que personne ne voulait encore assister aux événements que nous avions hier vécu avec l'ancien bureau qui a été dirigé par le président Corneille Nangaa, à qui nous devons naturellement saluer tous ces efforts, parce que si aujourd'hui nous avons les gouvernements, nous avons le président de la République, nous avons un parlement, c'est au travers des efforts de cet ancien bureau que l'on déplaise ou pas, mais c'est au travers de ces efforts. Aujourd'hui, nous avons le nouveau bureau qui a été institué, aussi passé par la remise et reprise, dont nous pouvons considérer que les choses que nous avions longtemps réclamées peuvent maintenant commencer. Mais demander si c'est cette CENI qui va être la sainte de toutes les organisations électorales déjà connues en RDC, nous sommes en train d'aller vite en besoin. Plutôt, ce qui est de notre devoir en tant que citoyens, d'abord, limitons-nous à ce niveau-là, en tant que citoyens, c'est d'accorder les minimums de chances, aussi bien de confiance, à tous ceux qui sont promis à ces postes, au niveau poste du bureau de la CENI, et croyons que ce sont eux qui sont des citoyens comme nous tous et seront teintés de la volonté de sauver la République en organisant des élections crédibles et aussi apaisées et transparentes, si vous voulez. Donc moi, en tant qu'humble citoyen, je considère que la CENI qui vient d'être installée sera cette CENI qui aura la charge de nous organiser les meilleures élections. Mais est-ce c'est vrai ou pas? Nous allons laisser le temps, car le temps sera le meilleur témoin et le meilleur juge à nous répondre à cette question-là. Plutôt, à mon niveau, j'accorde une présomption des doutes à ce bureau de la CENI qui vient d'être instauré. Nous avons aussi un problème de la loi électorale. Est-ce que le problème serait de la loi électorale ou de ceux qui ont été aussi choisis? Puisque si aujourd'hui cette CENI entre en fonction, on croirait qu'ils vont toujours accomplir l'ancienne loi électorale. Vous allez vous rappeler la question du seuil d'1%, de 3% qui a fait en sorte qu'il y ait aujourd'hui certains qui se disent qu'ils ont été élus, mais à cause du seuil, ils ne sont pas dans les institutions. Est-ce qu'il y aura, on va revoir cela? Monsieur Tchiswaka, qu'est-ce que vous réclamez à ce bureau de la CENI qui vient d'être installé? Est-ce que vous réclamez la question de la loi électorale? Est-ce que vous réclamez la tête de ceux qui ou de celui qui est placé au bureau de la CENI? Qu'est-ce que nous réclamons à ce bureau de la CENI?
la grande question, les grands débats se situent à quel niveau? Est-ce c'est au niveau de la loi électorale ou c'est au niveau des individus qui sont placés dans les différents postes de la CENI? Je pense que jusqu'à ce niveau, la question de la loi électorale n'en est pas encore une. Je n'ai pas encore attendu nos différents camps politiques réclamer ou parler sur la question de la loi électorale. Mais jusqu'ici, le plus grand débat, c'était d'abord autour des animateurs. D'abord, à ce niveau-là, autour des animateurs, qui devraient être ou qui seraient les vrais animateurs du bureau de la CENI, pour lesquels nous entendons les meilleures élections. Qu'on n'a jamais eu en RDC, bien entendu. Les meilleures élections qui seront possibles de nous répondre à toutes les questions que nous nous posons chaque jour. Alors, s'il faut simplement se limiter à la question des animateurs de la CENI, je considère que Kadima, comme tous les autres, sont des Congolais comme nous, n'est-ce pas? Et ils ont des qualités. Ils ont des qualités. C'est pourquoi même 6 confessions religieuses ont donné leur avis sur les différents animateurs. Nous en avions eu 8. Sur 8 confessions, 6 ont donné leur avis positif. 2 ont refusé. Prenons les cas. Nous parlons d'une majorité et d'une minorité. La voix de la majorité a toujours primé sur la voix de la minorité. Très bien. Nous considérons que ceux qui ont donné leur avis à ce bureau de la CENI ne sont pas de moindres Congolais. Ce sont des Congolais et de grandes personnalités. Et alors, comme cela étant, j'estime que tout le débat qui se mettrait autour de ces individus ne seront que de débats des camps politiques et le débat des intérêts. Parce que jusqu'ici, si vous réclamez, ou si vous remarquez même, dites-nous, pourquoi le camp Moïse Katumbi veut quitter l'Union sacrée? Vous entendrez tantôt parce qu'il n'y a pas eu le partage égal des postes de CENI. Nous avions voulu, au regard de notre poids politique, occuper tel poste, alors que nous en avons occupé un autre. Et ça fait débat. Si vous demandez de l'autre cas, ils vont vous dire toujours sur des questions des postes. Et je pense que les questions des postes sont des questions qui sont déjà révolues. À ce moment-ci, il n'y a plus lieu de parler de qui devrait, de qui ne devrait pas. Nous devons plutôt appuyer. Je salue ici le message du président du MLC, Jean-Pierre Bemba, qui a simplement, à première vue, d'abord fait constater qu'il y avait des abus qu'on pouvait tous reprocher à cette procédure qui a institué ou qui a amené à l'institution de ce nouveau bureau de la CENI. Mais en dépit, au regard de tout ce qui s'est passé, il y a lieu de donner une chance à ce nouveau bureau. Parce qu'on ne doit pas rester en train de tourner à rond pour savoir à quel moment nous aurons. Parce que je vais vous faire remarquer une chose, M. Tshisekedi. À force de discuter sur les individus, à force de discuter sur les animateurs, à force de discuter sur la crédibilité même de ces animateurs, le temps aussi n'est pas en train de nous observer. Très bien. Nous sommes toujours en train de courir avec les temps. Très bien. Hier, nous étions en 2019, 2020, aujourd'hui nous sommes fin 2021, 2022 arrive. Et si nous continuons toujours à discuter sur Kadima ou pas Kadima, sur Ronsard Malonda ou pas Ronsard Malonda, l'État aussi va toujours continuer à nous accompagner. Et nous serons en 2023. Je pense que ceux-là qui aujourd'hui sont en train de se plaindre pour la présidence ou vice-président seront les mêmes qui vont encore demander à la jeunesse de prendre la rue parce qu'il fallait, au regard de la volonté du constituant, organiser les élections en 2023. Alors, si le pouvoir en place nous donnait la raison que nous avons eu trop de temps à discuter sur les animateurs, nous voici arrivés en 2023, nous sommes dans l'impossibilité, n'est-ce pas, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Qui accepterait cet avis? Très bien. Il est donc logique que nous puissions à ce moment-ci accorder un peu de doute à ce bureau de la CENI, qu'il puisse commencer à poser des actes. Et demain, nous allons constater ce qui sera réalisé. Si ce qui sera réalisé ne sera pas à la volonté ou la volonté exprimée de la population qui est souveraine, alors cette population se prendra une fois en charge et va réclamer sa volonté. Très bien. Mais aujourd'hui, il y a un bloc qui a été créé, bloc patriotique, FCC, la Mouka, et aussi, il faut le dire, les deux confessions religieuses. Vous avez les CC et l'Église catholique qui vont accompagner ces blocs patriotiques. Pourquoi? Parce que pour eux, ils disent que
il y a eu un forcing au niveau du choix porté sur Denis Kadima, et que Denis Kadima serait le candidat de Félix Tshisekedi, et qu'il faudrait marcher, mettre fin à cela. Ne voyez-vous pas que cela pourrait remettre en cause encore la démocratie en République démocratique du Congo, et que cela pourrait créer certaines choses, puisque déjà les 6, ils ont annoncé, ils marchent par rapport à ça. Non, il faut d'abord commencer par éclairer certains points d'obscurité. Très bien. Il est de droit que tous ceux qui se sont lésés par rapport à une certaine procédure puissent revendiquer de ces droits, n'est-ce pas? Tout à fait. J'aimerais que nous puissions ne pas mettre en cause les droits de nos compatriotes, de se réunir autour d'une même table, d'une même vision, parce que, vous l'avez vous-même appelé, bloc patriotique. FCC, donc, je considère qu'il y a du patriotisme dans leur démarche. Donc, nous leur concédons leurs droits aussi constitutionnellement garantis de pouvoir revendiquer ce qui sont, bien entendu, de leurs droits. Alors, PPRD, Lamouka, tout ce que vous voulez, FCC, confession religieuse. Bon, ce que moi, je regrette un peu plus, c'est de parler aujourd'hui de la confession religieuse comme un parti de l'opposition. Ça donne comme une idée. Confession religieuse, c'est comme si l'Église catholique était maintenant devenue un parti politique et qui choisirait aussi son cas, l'opposition. Non, il faut faire la part de choses. La Mouka est une plateforme qui peut bien s'organiser. FCC en est de même. PPRD, si vous voulez, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent parce que ce sont des politiques. Et ils peuvent réclamer ce qui, eux, prouvent que ça n'a pas été bien fait ou n'a pas été bien respecté. Très bien. Mais quant aux confessions religieuses, à l'occurrence l'Église catholique, l'Église catholique ou toutes les églises sont par nature au milieu du village. C'est-à-dire, ils accompagnent le pouvoir mis en place. Ils sont apolitiques. Parce qu'ils sont apolitiques. Écoutez, M. Tshisekedi, on nous a tous appris, n'est-ce pas, que le pouvoir vient de Dieu, n'est-ce pas? Tout à fait. Ceux qui viennent de Dieu doivent être accompagnés par les hommes de Dieu. Très bien. Parce qu'ils considèrent que c'est la volonté du Maître suprême qui a voulu que ces lits qui sont en place, ou ceux qui sont en place aujourd'hui, soient mis en place par sa volonté suprême. Tout à fait. Alors, je considère que ces confessions religieuses devraient être derrière ces pouvoirs. Cependant, c'est un pouvoir humain. Il n'y a pas toujours de perfection, où on peut toujours en trouver quelques erreurs dans la manière d'exercer ces pouvoirs. Et il serait encore une fois des droits pour ces confessions religieuses d'interpeller. Mais il y a plusieurs façons d'exercer une pression sur le pouvoir en place quant aux confessions religieuses. Ce qui n'est pas bien aujourd'hui de donner comme une position à l'Église principalement catholique, étant devenu un parti politique de l'opposition. Mais quant aux questions de FCC, Lamouka et autres, moi je pense qu'ils ont droit de se réunir. Parce que je vais vous faire rappeler une chose très vite, M. Tshisekedi. 2018, Félix Tshisekedi est élu président de la République. Un président élu sans majorité au Parlement, n'est-ce pas? Mais il est de droit constitutionnel de constituer un gouvernement en place. Au regard de la volonté du Constitution dans son article 78, il est clairement établi que les présidents nomment un Premier ministre au sein de la majorité. Très bien. Alors, n'ayant pas une majorité au Parlement, il devrait se constituer avec les regroupements aux partis politiques ayant obtenu la majorité. Alors que dans notre cas, il n'y avait aucun parti politique. Moi, un regroupement politique qui avait obtenu la majorité en place. D'où il fallait procéder par une coalition. N'a-t-on pas vu ici en RDC le même Kabila que hier, Félix Tshisekedi combattait comme opposant et coalisait avec lui en tant que meilleur collaborateur. Très bien. Je vous rappellerai que le président de la République considérait Joseph Kabila comme étant un meilleur partenaire politique. Alors, pourquoi aujourd'hui, si Martin Fayoulou voudrait bien se constituer aussi en collaboration avec Kabila, qu'il a insulté. Bien entendu, hier aussi, Tshisekedi avait insulté Joseph Kabila. Il était de même, c'est la politique. Écoutez, nous sommes dans une logique de dynamisme politique. Très bien. La politique est dite dynamique. Donc, vos ennemis d'hier peuvent devenir vos meilleurs amis d'aujourd'hui. C'est ça l'esprit de la politique. Pourvu que, je poursuis maintenant ma logique, pourvu que dans votre coalition soit telle que vous cherchez seulement à obtenir une chose, la satisfaction de l'intérêt général. Si la population se retrouve
dans votre démarche, il n'y a pas des anges, il n'y a pas de démons dans la politique. Les démons d'hier peuvent devenir l'ange de Dieu d'aujourd'hui. Si hier, Fayoulou pouvait considérer Joseph Kabila en tant que démon, donc aujourd'hui, il est à la fois logique que Joseph Kabila soit baptisé par exemple par l'Église catholique et soit devenu un ange. Et ils veulent maintenant coaliser ensemble. Mais il faut dépolitiser la CENI, il parle que Félix Tshisekedi est devenu un dictateur et qu'aujourd'hui Kabila cherche les intérêts du peuple congolais. Non, mais vous savez que hier, Félix Tshisekedi fut à Patan. Bah oui, par Martin Fayoulou. Aujourd'hui, est-on devenu dictateur? Mais il traite Félix de dictateur. Oui, la politique économique. Je considère que hier, il était sous la force dominatrice de Joseph Kabila. C'est pourquoi il était considéré comme étant marionnette et tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il s'est séparé de ces grands messieurs, le monstre de la République, Joseph Kabila, donc il est devenu dictateur. Peut-être encore demain, le même Félix Tshisekedi dictateur deviendra un ange pour Fayoulou. Ainsi va la vie politique. Donc pour vous, vous expliquez cette transhumance, je vais appeler ça ici, où vous avez bien dit que si la politique elle est dynamique, vous expliquez ça aujourd'hui, on peut se mettre ensemble, détruire les pays, démettre pour le pays. Vous ne trouvez pas que ça fait peur à ceux qui nous suivent aujourd'hui? Qui a détruit? Qui veut construire? Très bien. Qui a détruit? On parle de Kabila qui a détruit les pays pendant 18 ans. Kabila qui a détruit le pays pendant 18 ans. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont encore détruit le pays pendant 2 ans. Je me pose. Hier, Kabila a détruit le pays pendant 18 ans, n'est-ce pas? Et Tshisekedi nous faisait tous constater cela. C'était la raison pour laquelle le peuple s'est décidé de donner le pouvoir à Félix Tshisekedi. Très bien. N'est-ce pas? C'est avec la même personne qui avait détruit le pouvoir pendant 18 ans que Félix Tshisekedi avait accepté de coaliser pendant 2 ans, n'est-ce pas? Avec lui, afin de sauver la République. Très bien. Ont-ils sauvé la République? Mais il s'est débarrassé de lui puisqu'il a trouvé que Kabila était pour lui. Ont-ils sauvé la République? Il s'est débarrassé de lui puisqu'il a trouvé que Kabila l'a empêché de changer les choses. C'est Joseph Kabila qui a empêché Félix Tshisekedi. Tout à fait. Voilà pourquoi ils ont rompu ensemble. Alors, depuis qu'ils ont rompu dans les relations, qu'est-ce qui a changé dans le pays? Voudrez-vous me dire? Si réellement, depuis la rupture de relations entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, il y a réellement des avancées qu'on entendait. On parle des avancées sécuritaires, on parle économiques, on parle... Je pense que ceux qui nous regardent ont aussi leur opinion. Très bien. Parce qu'ils ne sont pas aussi faciles à dire peu. Ils ont une certaine opinion quant à toutes ces questions. Cependant, moi, j'aimerais qu'on reste logique, n'est-ce pas? Je vous dis ceci. Les démons d'hier peuvent devenir l'ange d'aujourd'hui. Si Joseph Kabila hier était celui pour qui Martin Fayoulou considérait comme l'extraterrestre, c'est lui seul qui détruisait le pays, et qu'aujourd'hui, le même Fayoulou dit que non, ce n'est pas Joseph Kabila, c'est plutôt Félix Tshisekedi qui détruit le pays, alors j'ai le droit de coaliser avec le même Kabila pour sauver la République de mort de Félix Tshisekedi. Tout ce que moi je vous demande, c'est de nous faire savoir ceci. Si dans tout ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt du peuple, j'applaudis. Mais si cela va au détriment du peuple, je dis que le même peuple qu'il pense détruire se prendra en charge. Parce que Kabila, pendant 18 ans, s'est croyé détruire le pays, s'est croyé effacer la République de la carte ou du globe terrestre. Mais après, c'est le même peuple qui s'est tenu debout et a revendiqué de ses droits. Nous avons ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons ce que nous avons payé hier, l'alternance politique à la fois démocratique. Je concède à toutes ces logiques. Mais plutôt, si le même pouvoir qu'on avait hier confié notre confiance, abusé de la confiance de ce peuple aujourd'hui, ne vous en faites pas, M. Tshisekedi. Il y a un rendez-vous sacro-saint. Il y a un rendez-vous sacramentel. Les élections. Auquel, de ce rendez-vous, le peuple s'exprime. N'est-ce pas? Il y a une voie d'expression démocratique par laquelle le peuple peut donner son opinion, c'est au travers des élections. Très bien. Pensez-vous que si on organisait des élections, déjà du fait que le bloc patriotique ne veut pas voir de cette CENI et qu'on organisait des élections, ne croyez-vous pas qu'il y aura encore des contestations? Ça sera comme en 2006 contestation, en 2011. Finalement, on va où? Vous me rappelez d'un seul pays où il y a eu élection et qu'il ne s'est jamais tenu des contestations? Même aux États-Unis. Même dans le pays qu'on considère de vieille démocratie. Il y a toujours des contestations. C'est évident, c'est évident. Nous sommes en démocratie.
Qui dit mieux? La démocratie, c'est une situation, si on voudrait bien le trouver comme ceci, une organisation politique au sein de laquelle le peuple s'exprime, n'est-ce pas? Et l'expression d'un peuple peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Très bien. Il serait de même de droit qu'en 2023, après à l'issue des élections organisées en 2023, qu'il y ait une frange de la population qui puisse trouver que ces élections n'ont pas donné la réelle volonté du peuple. Il serait donc logique qu'on puisse s'attendre à cela. Parce que la seule élection où il n'y aura aucune revendication, il n'y aura aucune suspicion de tricherie ou de fraude, c'est l'élection qui sera organisée par Jésus-Christ. Ah bon? Si vous le faites déplacer du ciel à la terre, c'est lui seul qui prendra en charge les élections paisibles, crédibles, transparentes que vous voulez. Mais les élections qui seront organisées par les humains, comme moi et vous, dites-nous, et disons-nous, messieurs Tshisekedi, que ces élections auront toujours encore des questions à se poser. On se retrouve juste après. Voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Très bien, monsieur Eric. Alors, vous avez aujourd'hui monsieur Katumbi qui met la pression face à ces régimes. Tantôt, il va quitter l'Union sacrée, tantôt, il est au sein de l'Union sacrée. On a vu les communiqués ici, du CP. On a vu un communiqué là disant que il est toujours dans l'Union sacrée, qu'il a commencé à consulter. Il est arrivé à Kinshasa, il a consulté ses membres, ses cadres du parti politique. Il est rentré à Lubumbashi, les consultations continuent. On peut se dire que Katumbi voudrait juste trouver la place au niveau de la CENI où, pour lui, il ne veut pas du régime Félix Tshisekedi. Il veut trouver la place. N'a-t-il pas de place? Il a déjà une place dans les bureaux de la CENI. Oui. Les partis ensemble à un poste au sein de la CENI. Donc, je pense que c'est vrai, la question des postes et des individus reste de l'actualité dans la politique congolaise. Très bien. Et il est à la fois regrettable que jusqu'à ces jours, que le débat de politique congolaise puisse tourner autour des individus. Il faut que nous essayions un peu de relever le débat. Très bien. Il n'est plus question de parler de qui doit être à la place et qui ne doit plus. Quant à M. Moïse Katumbi, il a un poste au sein du bureau de la CENI. Mais peut-être le poste qui lui est proposé n'est pas les postes qu'il a demandé. J'ai suivi au travers de ses porte-paroles, notamment Francis Kalumbo, je cite nommément, qui a dit que leur poids politique ne répond pas ou ne correspond pas au poste qu'ils ont obtenu au sein du bureau de la CENI. Plutôt, ils demandaient à ce qu'ils puissent obtenir le poste de vice-président de la CENI. Et jusqu'à ces jours, ces postes ne leur ont pas été attribués. Or, ne leur sera plus attribué, n'est-ce pas? Ils vont tempérer alors? Non, non, non. Ne vous en faites d'ailleurs pas. Ils ont déjà obtempéré. Ils ont déjà obtempéré. Parce que si c'était question de quitter, mais c'est de leur liberté, n'est-ce pas? Ils pouvaient bien se réveiller le matin, nous envoyer un communiqué au cours duquel ils nous adressent qu'ils ont quitté l'Union sacrée.
Et pourquoi jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de passer au travers de tout ce qu'ils sont en train de faire, consultation et autres. Et d'ailleurs, les derniers communiqués à date nous renseignent qu'ils font toujours partie de l'Union sacrée. Donc ne vous en faites pas. Les questions des individus, tôt ou tard, prendront fin dans la politique congolaise. Nous serons maintenant en train de parler des institutions et de la volonté du peuple. L'ensemble a un poste au sein de la CENI et ils vont continuer à demeurer dans la vision du chef de l'État de l'Union sacrée. Pour vous, ce régime Félix Tshisekedi travaille comme il se doit ou il y a encore des choses à faire? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme étant votre point de vue? Qui est parfait dans ce monde? Personne n'est parfait. Je me demande. Alors que vous avez une réponse. Non, ils sont en train de travailler comme il se doit. Qui dit ça? Non, je ne mérite pas ici me faire idolâtre pour vénérer ou encore... Il y a des avancées? Avancées, si vous voulez. Ça peut toujours en avoir, même avec Kabila. Il y en avait. Vous croyez que Kabila avait trouvé les Congo comme il a laissé? Non, il y a eu toujours des avancées. Oui. Mais l'impact maintenant sur le vécu de la population congolaise? Il y a déjà un impact, je me demande. Quant à ce niveau-là, en tout cas, il y a encore beaucoup de points à mettre sur le i. Les social des Congolais reste encore une question d'actualité. Parce que jusqu'aujourd'hui, cette question n'a pas toujours été répondue. Le peuple congolais toujours continue à croupir dans la souffrance. Il faut que les gouvernements du Tshisekedi répondent à cette question. Question d'économie, question du social, question de sécurité reste d'actualité. Mais nous pensons qu'il y a une bonne volonté. C'est ce qui est plus important, la volonté d'échanger. Aussi longtemps qu'il y a cette volonté qui manque juste un peu un coup de pouce pour sa matérialité, nous espérons qu'avant que son mandat prenne fin, ces derniers feront en sorte qu'il puisse avoir des avancées. Mais jusqu'à ce jour, j'interpelle les pouvoirs pour dire à ces pouvoirs en place, messieurs et dames, les Congolais continuent à souffrir. Très bien. Que pensez-vous aujourd'hui de ceux-là qui pensent que le président fait tout seul? Le président fait tout seul? Voilà. Vous pensez vraiment? Certains disent il a la capacité de faire tout seul. Non, et qu'il n'a pas besoin, en fait, il ne sollicite pas aussi de la sagesse des uns et des autres. C'est pourquoi on le voit tantôt à Londres, tantôt aux États-Unis. Il prend pratiquement la place du ministre des Affaires étrangères. Il fait tout. C'est lui qui va convaincre des investisseurs. C'est lui qui fait pratiquement tout. C'est-à-dire que le président n'a pas de gens à faire confiance ou il voudrait lui-même changer le Congo par lui-même. Monsieur Tshisekedi, qui peut le plus, peut le moins. Très bien. S'il peut le faire, tant mieux. Aussi longtemps que ces actes ne puissent pas outrepasser ses prérogatives constitutionnelles. Aussi longtemps que cela n'a pas encore empiété les prérogatives des autres, j'estime qu'il peut le faire. Mais cependant, il n'en est pas l'écart. Il n'est pas ce monstre qui peut assumer tout le poste à la fois. Lui, il est le chef de l'État. Il est une institution. Très bien. À côté de l'institution président de la République, il y a 3 autres institutions qui sont aussi en train d'exercer leurs prérogatives. À côté du pouvoir exécutif dans sa forme bicéphale, il y a aussi d'autres pouvoirs, bien entendu. Le gouvernement est là, il y a le Parlement, les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs, tous sont en train de poser les actes. Ce n'est pas le président de la République qui a entériné quasiment. Vous l'aviez vu à l'Assemblée nationale? Non, il n'était pas là. C'est le pouvoir législatif qui a posé les actes et qui ont ramené à l'entérinement des cadiments. Le président de la République n'a fait que mettre par son ordonnance la volonté de confirmer ce qui a été entériné par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le président de la République qui est en train de discuter sur la grève des enseignants. Non, mais c'est le gouvernement qui est en train de poser les actes. Donc chacun est en train de mettre sa contribution dans la pâte et le président fait seulement sa part aussi. Très bien. On va chuter avec cette dernière thématique, la question de Matata Ponyo, la procédure judiciaire. Jusqu'à ce moment, ça fait parler beaucoup de juristes. Et si on revient sur ces sujets, puisque beaucoup en parlent, il est aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle. Le procès avait déjà commencé. On a remis ça pour le 8 novembre. Dites-nous, est-ce que Matata pourrait-il sortir de ces procès-là? Pourrait-il sortir gagnant de ces procès-là, puisqu'il a été accusé d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars, l'affaire Bukangalozo? Monsieur Tshisekedi, vous êtes en train de me demander de deviner sur le sort de ce que Dieu réserve au monde. Ah bon? Je n'ai pas cette capacité. Il faut laisser les secrets de Dieu. Je voulais ici dire, il faut laisser les secrets de la justice. Très bien. Il n'est pas de mon pouvoir de dire si haut
Ou alors, si je voudrais, si bas. Si Matata Mponyo s'en sortira ou pas, n'est-ce pas? Nous sommes dans un État qu'on appelle la République démocratique du Congo. Attendu que la RDC est un État de droit. Qui dit État de droit dit un État dans lequel l'organisation et le fonctionnement obéissent au principe de la prééminence de la loi, n'est-ce pas? Cette prééminence de la loi, c'est le même principe qui garantit les libertés publiques, les droits fondamentaux de l'homme, si vous voulez même l'accès ou alors l'égalité de l'accès de tous à la justice. Alors, je considère que, comme nous sommes dans un État de droit, cette affaire est devant le juge, pas n'importe quel juge, le juge de la Cour constitutionnelle. Ce sont le juge de la sagesse. Très bien. N'est-ce pas? Ils ont cette connaissance de juger les affaires. Si Matata Mponyo est reconnu coupable, il sera condamné. Mais s'il n'en est pas le cas, il sera tout simplement acquitté. Mais plutôt, le débat n'est pas de destiner ce qui sera le sort de Matata Mponyo, mais plutôt le débat de juriste à ce niveau-ci est de savoir si réellement Matata devrait se retrouver devant le juge de la Cour constitutionnelle. C'est cela le plus grand débat. Est-ce la procédure qui a ramené Matata Mponyo devant le juge de la Cour constitutionnelle était-elle légale ou illégale? C'est ça le plus grand débat. Alors, j'aimerais que cela soit dit entre nous. Le président de la République et les premiers ministres sont justiciables devant la Cour constitutionnelle. Très bien. Pour des infractions bien connues. Nous sommes dans un État où le président de la République ou le premier ministre ne sont pas immunisés. Très bien. Il n'y a pas d'immunité absolue pour le président de la République, ou encore pour le Premier ministre. Nous sommes dans une organisation d'immunité relative. C'est-à-dire, le président de la République, soit-il le Premier ministre, peuvent répondre de leurs actes pendant qu'ils sont en fonction. En exercice. Alors, voilà. Au terme de l'article 164 de la Constitution, les constituants établissent 3 niveaux de responsabilité du chef de l'État et du Premier ministre. Le premier niveau, c'est lorsqu'il s'agit des infractions dites politiques. Très bien. Ces infractions sont connues. Infractions de haute trahison. Ce sont les infractions que l'on peut reprocher dans le chef du chef de l'État ou président de la République, tout comme le Premier ministre. L'infraction d'outrage à la probité ou à l'honneur, ce sont des infractions que l'on peut reprocher dans le chef de 2 partis. L'infraction de délit d'initié, ce sont les infractions qu'on peut reprocher dans le chef de 2 partis. Et enfin, l'infraction d'outrage au Parlement, qui est la seule et unique infraction que l'on peut simplement reprocher dans le chef du Premier ministre et non du chef de l'État. Parce que le président de la République, dans notre forme d'organisation, ne peut pas outrager le Parlement. N'est-ce pas? Seul le Premier ministre, soit le chef du gouvernement, parce qu'il est responsable devant les parlements. Alors, outre ces infractions politiques, deuxième cas ou deuxième niveau de responsabilité, c'est pour les infractions de droit commun. Les infractions de droit commun, les constituants est bien précis. Il dit, lorsque ces infractions sont commises au moment où, pendant l'exercice de leurs fonctions ou en cours de l'exercice de leurs fonctions. Donc, c'est-à-dire en étant président de la République, tu commets une infraction, soit-elle de droit commun. Il s'agit d'infraction de détournement, comme en est le cas pour le Premier ministre. Troisième type de responsabilité, c'est pour les infractions qui sont commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire, pendant que vous n'étiez pas encore Premier ministre, ou pendant que vous l'êtes, mais ce n'est pas dans l'exercice de vos fonctions que vous commettez cette infraction. Et pour ce type d'infraction, les présidents de la République et le Premier ministre sont totalement immunisés. C'est-à-dire, ils bénéficient d'une immunité absolue. Très bien. Ils ne peuvent pas être poursuivis. Et la loi organique de la Cour constitutionnelle est bien claire quant à cette question. Même l'article 167 de la Constitution poursuit en disant pour ce type d'infraction, les présents auteurs, c'est-à-dire le président de la République ou le Premier ministre, ne peuvent être poursuivis qu'à la fin de leur mandat. Et ils seront poursuivables devant les juridictions de droit commun, c'est-à-dire nos tribunaux, nos cours et tribunaux de droit commun. Très bien. Mais quant aux infractions politiques et des infractions de droit commun commises au cours de l'exercice ou en fonction de leur mandat, le président de la République et les premiers ministres sont poursuivables devant la Cour constitutionnelle. Qu'en est-il maintenant? Je termine par là. Qu'en est-il maintenant lorsqu'il s'agit d'un ancien Premier ministre? Les cas Matata Mponyo. Monsieur Tshisekedi, l'on doit le savoir. Lorsque la loi est muette, il y a d'autres sources qui peuvent combler à ce silence de la loi. Il en est le cas ici d'une jurisprudence de la Cour d'appel et de la Cour des cassations, à son temps la Cour suprême de justice, qui avait estimé que pour un ancien Premier ministre
qui a commis des infractions, mais lesquelles infractions ont été commises pendant l'exercice de sa fonction, lorsqu'il n'en est plus ou lorsqu'il ne sera plus Premier ministre, il va plus bénéficier des immunités ou d'inviolabilité, mais il va plutôt bénéficier des privilèges des juridictions. À ce titre, l'actuel Premier ministre ou l'ancien Premier ministre, Matata Mponyo, n'étant plus Premier ministre, mais parce que poursuivi pour des infractions qui ont été commises pendant qu'il était Premier ministre, la juridiction qui lui est de droit et de nature par privilège, c'est toujours la juridiction de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle. Très bien. Donc la Cour constitutionnelle est donc la juridiction compétente pour juger l'actuel Premier ministre. J'aimerais que je puisse préciser une chose là-dessus. L'ancien Premier ministre n'est pas jugé devant la Cour constitutionnelle pour du fait que la volonté de l'actuel pouvoir a voulu cela. Non, c'est la volonté du Constituant Très bien. et de la jurisprudence congolaise qui a voulu que l'ancien Premier ministre puisse être poursuivi devant la Cour constitutionnelle pour des infractions qu'il a eu à commettre pendant qu'il était Premier ministre. Donc, la procédure suivie par le procureur après cette Cour était légale et le jugement qui est en train de se rendre devant, ou l'arrêt qui sera rendu, ou la procédure qui est en train de se suivre devant la Cour constitutionnelle reste encore une fois légale. Merci, Monsieur Eric Ngandou. Je rappelle que vous êtes maître avocat. On vous appelle des fois les savants. Je préfère aussi ça. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à Gims Lokoumou derrière la caméra. On se retrouve très prochainement. Bye.